Depuis avril dernier, les taux des crédits immobiliers aux particuliers remontent. La hausse a d'ailleurs été forte en mai dernier. Comment expliquer cela? Il est clair qu'avec le déclenchement de la crise sanitaire, de nouveaux risques sont apparus auxquels les établissements de crédit sont confrontés. Tout d'abord, un risque macroéconomique évident avec la montée du chômage, les pertes de pouvoir d'achat. Puis, un risque pesant sur les ménages qui étaient en cours de remboursement, simplement parce que l'absence d'aide personnelle fait que le filet de sécurité qui jouait durant les années antérieures n'est plus opérationnel aujourd'hui. Et puis enfin, on le sait, euh, les risques portés sur les crédits accordés aux entreprises se renforcent avec des probabilités de faillite et de cessation d'activité renforcées. Donc à partir du mois de mars et surtout un peu en avril et beaucoup en mai, les établissements de crédit ont remonté leurs taux. 8 points de base d'augmentation des taux des crédits immobiliers au mois de mai, alors que jusqu'à présent, entre décembre 2019 et mars 2020, la hausse était bon mois, mauvais mois, de l'ordre de 1 point de base, 1 à 2 points de base. Une fois ce choc passé, la hausse des taux qu'on constate au mois de juin est très modérée, 3 points de base. Pour autant, on se retrouve au mois de juin avec un taux moyen à 1,29%, soit 18 points de base de plus qu'en décembre 2019. Toutes les durées de prêt sont concernés par cela, même si certains emprunteurs ont connu des augmentations plus fortes que les autres. Les emprunteurs qui connaissent les augmentations les plus fortes, ce sont les emprunteurs des troisième et quatrième groupes, donc des quarts d'emprunteurs, de la moitié des emprunteurs qui disposent de l'apport personnel le plus faible, qui sont sur les profils socio-professionnels les, les moins qualifiés, qui sont avec les niveaux de revenus plus fragiles que les autres. Et donc, les établissements de crédit ont remonté plus fortement les taux sur ces catégories de ménages, quelle que soit la durée du prêt octroyé, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. En revanche, les ménages qui présentent les meilleurs risques, la moitié inférieure, premier groupe et deuxième groupe, sont les ménages qui ont connu les augmentations les moins fortes, soit depuis le mois de mars, soit depuis décembre 2019. Peut-on examiner une des évolutions intervenues durant le confinement, à savoir l'allongement de la durée des prêts octroyés? Durant le confinement, les établissements de crédit ont accru les durées des prêts octroyés. En 2019, nous étions sur une durée moyenne de 228 mois, ce que l'on a constaté encore au premier trimestre de cette année. Et puis, avec la crise sanitaire, l'allongement a porté la durée moyenne à 231 mois, ce qu'on observe au mois de juin. La crise n'a pas enrayé la hausse des prix de l'immobilier, bien au contraire. Et puis, comme les taux se sont accrus, si les établissements de crédit souhaitaient que les ménages puissent continuer à réaliser leurs projets, ils étaient obligés d'allonger les durées. Et d'ailleurs, quand on regarde la structure de la production, ici, les prêts bancaires pour l'accession à la propriété, on s'aperçoit qu'au deuxième trimestre, 49,6% de la production a été accordée sur une durée de plus de 20 ans et jusqu'à 25 ans. En revanche, ce sont les durées les plus courtes qui ont continué à se réduire. Et pour bien comprendre l'importance de cela, près de 50% de 20 à 25 ans, en 2017, nous étions à 34%. Mais ne nous trompons pas non plus, les établissements de crédit ont continué à faire ce qu'ils faisaient depuis plusieurs années déjà. Ils ont réduit la part, le poids des prêts à plus de 25 ans. Et d'ailleurs, pour l'accession à la propriété, on a 0,9% de la production au deuxième trimestre qui a plus de 25 ans, ce qui rentre dans les clous qui avaient été mis en place par le HCSF en décembre 2019. On vient de voir ce qu'il en a été des conditions de crédit, mais quelles ont été les évolutions des autres grands indicateurs du marché? Alors, pour suivre le marché, on regarde tout d'abord l'évolution du coût des opérations. Le coût moyen progresse de 4,3% sur les 6 premiers mois de l'année en comparaison de la situation de 2019. Il est clair que le rythme est beaucoup plus soutenu que cela était le cas en 2019,
Le coût augmentait alors de 2,5%. Dans le même temps, les revenus des ménages qui réalisent ont progressé de 2,5%. En 2019, la hausse n'était que de 0,5%. Cela ne signifie pas que les ménages qui réalisent ont connu une augmentation de leurs revenus. Cela signifie que la clientèle s'est transformée. Sur le marché, nous avons aujourd'hui une proportion beaucoup plus importante de ménages aisés, de ménages aux revenus moyens élevés, que cela était le cas en 2019. En contrepartie de cela, nous avons moins de ménages modestes, moins de ménages appartenant au PCS ouvriers employés, et cela signifie donc que cette transformation du marché tire et le revenu moyen vers le haut et le coût des opérations vers le haut aussi, parce que les ménages qui restent sur le marché réalisent des opérations plus coûteuses. Ce qui va dans le sens de ces évolutions, c'est l'augmentation forte de l'apport personnel moyen. 8,4% d'augmentation de l'apport personnel moyen. L'année dernière, cet apport baissait de 5,2%. C'est clair, les ménages qui restent sur le marché sont des ménages à l'apport personnel plus important que cela était le cas auparavant, que cela était le cas de ceux qui ne rentrent plus sur le marché. C'était bien une volonté qui avait été affichée par les autorités monétaires depuis plusieurs années déjà. C'est bien une des recommandations du HCSF. Et donc, nous avons ici cette transformation de marché qui s'exprime par augmentation rapide de l'apport personnel et puis augmentation des revenus des ménages qui réalisent. Comment la transformation du marché s'observe-t-elle autrement que par les grands indicateurs de marché? Pour regarder cette transformation du marché, on peut regarder aussi la composition sociodémographique de ces ménages. Donc, regardons tout d'abord l'appartenance à une profession. Nous avons en 2020 39,6% d'ouvriers et d'employés. Ils étaient 41,6% l'année dernière. Donc, moindre représentativité, moindre représentation des ouvriers et des employés. En contrepartie de cela, nous avons une augmentation rapide de la part des cadres et des professions libérales. 53,6%, il y avait 51,4% l'année dernière. Bon, donc, nous avons bien un basculement qui est en train de se produire au sein des clientèles qui se présentent sur le marché. Ce que l'on lit autrement lorsqu'on regarde la tranche de SMIC à laquelle les emprunteurs appartiennent. Cette année, nous avons 36,2% de ménages qui ont moins de 3 SMIC. Ils étaient 39% l'année dernière. Donc, c'est une diminution forte qui va bien dans le sens des évolutions précédentes et qui va bien dans le sens imprimé par les recommandations du HCSF. En contrepartie de cela, ce sont les 5 SMIC et plus qui voient leur poids dans le marché progressé. 27,4% cette année, nous étions à 24,6% l'année dernière. Le marché se transforme, ce sont des ménages aux revenus plus élevés, ce sont des ménages qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles plus qualifiées. Le marché se transforme profondément. Chaque année, l'Observatoire présente quelques-uns des résultats de l'Observatoire du financement du logement de l'Institut CSA. Alors, peut-on rappeler rapidement ce qu'est cet Observatoire du financement du logement? Chaque année, depuis 1978, l'Institut CSA réalise une enquête très lourde, l'Observatoire du financement du logement. C'est une opération immobilière sur 9 financée par recours à des crédits immobiliers qui est analysée. Nous avons donc travaillé cette année sur 100 000 opérations d'accession à la propriété et au total sur 150 000 opérations immobilières. Et donc, quand on regarde plus précisément l'accession à la propriété, on peut voir ce qu'il est advenu des taux d'apport personnel des emprunteurs. Il est clair que à partir de 2016, pour répondre aux conséquences de la hausse des prix de l'immobilier, pour répondre à la dégradation des soutiens publics à l'accession à la propriété, les établissements de crédit ont allégé leurs exigences en matière d'apport personnel. Ça a eu comme conséquence qu'en 2015, nous étions sur 34% d'accédants à la propriété qui disposaient d'un apport personnel inférieur à 10%. En 2019, nous sommes 49%. Il est clair que cette évolution permet de comprendre pourquoi les marchés immobiliers
se sont développées aussi rapidement, avec l'arrivée de clientèle modeste, faiblement dotée en apport personnel, mais cela révèle aussi la fragilité de ce marché avec la mise en œuvre des recommandations du FCSF. Puisque une des recommandations du FCSF, limiter le taux d'effort des emprunteurs, revient à limiter le taux d'apport personnel de ceux qui rentrent sur le marché. Donc l'augmentation qu'on a constatée entre 2015 et 2019 nous dit simplement qu'il y a à peu près 300 000 accédants à la propriété qui, auparavant, apportaient un apport de moins de 10% du coût de l'opération, vont rencontrer des difficultés pour rentrer sur les marchés immobiliers. Pour finir, à quoi doit-on s'attendre sur la production de crédit immobilier 2020 et 2021? Alors bien sûr, le marché a rebondi un peu au mois de mai, encore beaucoup plus au mois de juin. Pour autant, au mois de juin, nous restons sur un nombre de prêts qui est de 9,8% inférieur à ce qu'il était en 2019 à la même époque. Donc nous avons bien un marché qui est reparti lentement, plus lentement, mais qui continue à cumuler bien sûr les conséquences de la crise sanitaire, mais aussi l'impact des recommandations du LCSF. Quand on regarde ce qu'est le premier semestre de l'année, il est évident que la situation est préoccupante. Le nombre de prêts sur les 6 premiers mois de l'année, moins 27,7% de moins qu'en 2019 à la même époque, avec moins 33% pour le marché du neuf et moins 25,2% pour le marché de l'ancien. Donc nous voyons bien qu'il y a eu un choc lourd, très dur, qui résulte de la crise sanitaire et de la mise en œuvre des recommandations du HCSF. C'est dans ce contexte-là qu'on craint que l'année 2020 ne soit pas une bonne année. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on regarde par exemple les offres de prêts accordées, nous avions en 2019 un peu moins de 190 milliards d'offres acceptées. Nous pensons que nous allons descendre cette année à 140 milliards. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, les recommandations du HCSF auraient de toute façon conduit le niveau des offres acceptées vers les 170 milliards. Ça signifie que la chute que l'on constate en 2020, c'est pour 40% la conséquence des recommandations du HCSF et pour 60% les conséquences de la crise sanitaire. On craint que le mouvement de recul se poursuive en 2021. Il y a une incertitude de ce côté-là, soyons clairs. Tout dépendra de la manière dont la reprise va se faire. Tout dépendra de la manière dont la deuxième vague, entre guillemets, de la crise sanitaire se déploiera à l'automne. Toujours est-il que dans le scénario qui est le scénario le moins optimiste, nous sommes à 120 milliards d'offres acceptées en 2021. Nous redescendrions donc sur les niveaux les plus bas que nous avions connus lors de la crise des subprimes ou durant les années noires de 2012 à 2014.